Bruno Delcombel Delbos, qui est cofondateur et président de Chandago. Je vais le laisser complètement à l'heure, juste au départ expliquer ce qu'est Chandago. Bonjour. Bonjour à tous. Chandago, pardon, excusez-moi. Les mots de la donnée des annonceurs, c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre partiellement ce matin. Et tout d'abord, effectivement, Chandago, c'est... Oui, non, il faut que tu te mettes là, pardon. devant les trois fauteuils. Ça va, comme ça? Donc, Chandago, c'est de blockchain, data et gouvernance. Donc, nous sommes en fait une data company, une privacy company et une blockchain company. Quand nous avons créé cette entreprise avec Emmanuel Dubourg, mon associé, nous sommes partis du principe que les prochaines années allaient être tournées vers l'utilisation massive de la donnée, mais que les règles du jeu allaient être de plus en plus strictes. Aussi, nous avons créé un premier produit, qui s'appelle AppConsent CMP, qui est une Consent Management Platform, qui permet donc de recueillir les consentements sur différents sites web et applications mobiles. Et très récemment, nous avons sorti AppConsent Exchange, qui est une plateforme de distribution de données traçables avec base légale attachée. C'était quand ça? C'était il y a quelques semaines. C'est tout récent. Les deux technologies, en fait, comme une blockchain company, reposent sur notre propre techno qui s'appelle Chenso, qui est une blockchain avec des caractéristiques particulières, puisqu'elle a une consommation énergétique comparable aux technologies conventionnelles et un scale qui nous permet d'exécuter ce qu'il faut en requête par seconde. Il y a une vingtaine d'années, seule une partie du marché parlait couramment data. L'autre partie du marché en parcourait seulement les ABCDR. Aujourd'hui, il est extrêmement compliqué d'imaginer quoi que ce soit dans nos vies sans données, tant elles nourrissent nos reporting, elles structurent nos prises de décision, elles font... pardon. Je suis désolé. Tant elles structurent nos prises de décision. Comment concevoir l'intelligence artificielle sans des données pour nourrir des algorithmes de plus en plus complexes et contrôler aussi ses résultats? On va commencer maintenant une première étape du voyage. Ce que vous voyez derrière moi, en fait, c'est un simple pixel de tracking. Donc, c'est quelque chose qui va permettre, par exemple, à l'annonceur de capter sa first party data, c'est-à-dire la data qu'il génère lui-même sur son site internet. Ce bout de code, à première vue parfaitement inoffensif, va enregistrer des informations basiques, souvent de type pseudonyme ou qu'on appelle malheureusement encore anonyme, donc des données qui ne permettent pas normalement de remonter directement à un individu, comme par exemple un ID ainsi que quelques informations sociodémographiques, par exemple le genre homme-femme et une classe d'âge. Dans la majorité des cas, ces informations vont être utilisées dans un mécanisme beaucoup de lui, le cookie. Elles sont envoyées ensuite dans des outils marketing type DLP, CDP ou tout autre acronyme de 3 lettres. Et on va s'arrêter juste une minute en fait sur cette première étape parce que ça commence déjà à devenir intéressant. Oh là là! Sinon, c'est très bien. Bien souvent, la donnée, votre donnée, est déjà piquée à ce moment-là. Et même parfois, avant que vous, annonceurs, vous puissiez déjà l'utiliser dans votre propre outil marketing. En effet, on va pas rentrer dans les problématiques de synchronisation d'ID, mais à ce moment-là, il y a déjà plusieurs en fait, pixels ou tags qui se sont cascadés parce que le marché est fait comme ça. Notre attaque est faite comme ça. Elle a besoin de se parler et souvent, elle le fait au travers de ces cascades de pixels. Donc, en quelques centaines de millisecondes, vous avez déjà quelques dizaines de plateformes qui ont reçu cette... Ça, c'est les tests que nous avons effectués il y a... et que l'on a refait il y a 48 heures. Il y a 48 heures, en fait, juste avant cet événement. Donc, on a utilisé un outil qui s'appelle WebXray, qui est utilisé par pas mal de chercheurs, en fait, pour analyser ce qui se passe, en fait, notamment sur le web, pas trop sur l'application mobile parce que c'est plus complexe. Mais en analysant juste 5 sites web, nous avons pu détecter plus de 190 calls, en fait, via justement un peu des pixels qu'on a vu juste avant, plus de 120 domaines différents, et ça a conduit à transmettre l'information dans plus de 65 plateformes distinctes. Un fait intéressant, c'est quand on regarde la structure de ces données, 47% étaient en
Mais il n'y a pas que les volumes, les chiffres, il y a aussi la localisation. Quand on regarde en fait où ces données étaient envoyées, même si la plupart en fait étaient envoyées en Europe, on a retrouvé quand même beaucoup de localisations aux US, en Inde, dans d'autres pays en dehors de la zone euro. C'est-à-dire que même si vous avez en fait un contrat avec votre prestataire préféré qui lui-même en fait a des contrats avec ses partenaires, il n'en reste pas moins que ces cookies en fait de visiteurs français ou clients français viennent de se retrouver potentiellement stockés dans des pays sur lesquels il sera très compliqué de faire appliquer la loi ou que ce soit le RGPD ou d'autres lois. Donc, en gros, on n'a pas encore dépassé le périph', mais on vient déjà de multiplier l'empreinte de cette donnée par un facteur supérieur à 65. Je vais vous parler aussi d'autre chose entre-temps, c'est la duplication de données. Elle existe, il ne faut pas l'ignorer. Par exemple, le cookie dropping, vous pouvez imaginer que l'on a un annonceur, par exemple, qui fait une campagne de targeting de ses prospects chauds. Eh bien, si au milieu de la chaîne, vous avez un acteur qui peut déposer des cookies tout à fait normalement pour aller faire de la mesure ou de l'antifraude ou toute autre chose très vertueuse, malheureusement, il arrive aussi que parfois dans la chaîne, vous ayez des acteurs qui vont déposer en fait des cookies pendant ce processus. Et si cet acteur a accès à la description précise de la campagne, par exemple, retargeting ou targeting des prospects chauds de l'annonceur Y, eh bien, dans ces conditions, on peut considérer que ces buckets d'ID pseudonymes sont dupliqués. On a l'information utilisable et on a exactement la même chose. On a la description. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que déjà, l'information, elle peut même être utilisée, annoncée, sans que vous le sachiez. Un peu plus tôt, je vous ai parlé de données pseudonymes permettant de remonter un individu, mais en fait, cette donnée, si on la combine en fait, à d'autres données, notamment de type géolocalisation, alors on va pouvoir appliquer des processus de réidentification qui vont faire que cette donnée, on va être capable donc, de remonter un individu. Il y a quelques jours, nous avons analysé un dataset de données justement de type géolocalisation. Ce n'est pas spécifiquement un sujet annonceur, mais je pense que ça peut intéresser toute la chaîne. En fait, on s'est rendu compte que la distribution à l'intérieur de ce dataset était anormale. En fait, 22% des ID, des touchpoints qui étaient dans ce dataset, avaient deux caractéristiques, cumulaient deux caractéristiques. La plupart des points avaient des relevés entre 10 et 15 fois supérieurs à la normale, et ils étaient tous situés dans des zones géographiques identiques. Après analyse des métadonnées, il s'est avéré que ce dataset était pollué par des faux utilisateurs. Donc non seulement la donnée peut être dupliquée, mais en plus, elle peut être mélangée avec de la donnée qui n'a même pas d'existence réelle. Alors peut-être dites-vous que ce ne sont que des cookies, des IP, et de votre point de vue, vous avez certainement raison. Parce que vous faites ce qu'il faut, parce que c'est par votre ADN, parce que le RGPD est passé par là. Vous protégez vos utilisateurs et vous protégez aussi vos actifs sur l'ensemble des canaux digitaux. Mais si on dézoome un petit peu et qu'on regarde les différentes combinaisons, est-ce qu'on en est encore toujours aussi certain? On va parler aussi de notre mauvaise utilisation des bases légales, ce n'est pas de la fraude, mais ça fait prendre quand même un risque un petit peu à toute la chaîne. Je ne citerai pas le nom, bien sûr, je vous dirai un annonceur de premier plan qui utilise une plateforme tech déclarée tout à fait normalement au sein d'IAD. Mais avant, un bref rappel très court sur la notion de consentement et d'intérêt légitime. Le consentement, c'est sans oui, c'est non. L'intérêt légitime, c'est sans non, c'est oui. Ce sont donc deux philosophies assez différentes, mais vouées à coexister. Et les CMP sont là pour permettre aux acteurs d'obtenir une de ces deux bases légales. Quand on a fait les tests, on a regardé précisément en fait, ce qui se passait, bien cet acteur déclarait sur une des deux bases, n'interroge pas les CMP sur la bonne base légale. Donc cette donnée qui va être enrichie avec de nouvelles caractéristiques et de nouveaux attributs, à un moment donné, va revenir dans votre système d'information. Et là, il faut être capable de prendre la bonne décision. En fait, on le compare aussi, c'est un peu comme les surprises sur les actifs pourris. Il suffit simplement qu'une partie des données soit contaminée pour que l'ensemble du dataset puisse être mis en cause. Et radioactive. En fonction de son caractère sensible, sa durée, sa capacité à réidentifier un individu, elle peut l'être faiblement ou fortement.
un cookie qui contient un ID ou un message qui contient votre numéro de téléphone, votre mail et votre numéro de sécurité sociale, ce n'est pas la même chose. Elle va être donc plus ou moins forte, mais elle ne sera jamais nulle. Nous pourrions poursuivre cette parabole du voyage et traverser les différentes couches de la tech pour à coup sûr découvrir des endroits qui ne sont même pas marqués sur la carte, des mondes dans lesquels on n'aura pas le droit d'entrer puisque les clôtures sont beaucoup trop hautes, ça c'est pour Facebook. Et il pourrait même arriver que l'on retourne sur nos pas et que, après les nombreuses transformations au cours de ce périple, on revient dans votre propre DMP. Mais nous l'avons vu parfois dans quel état. Nous allons parler maintenant d'un acteur incontournable, puissant et têtu. Et je ne parle pas de Google, mais de l'utilisateur. Les chiffres varient d'une étude à l'autre, mais on trouve régulièrement que 65% des consommateurs, utilisateurs, sont prêts à sanctionner une marque dans le cas d'une mauvaise utilisation de leurs données. Alors, il y a des chiffres qui varient, ça on le trouve beaucoup plus haut, beaucoup plus faible, mais on est autour de 65%. Et c'est les chiffres que nous retrouvons lors de nos propres guérilla tests, interviews, focus group que l'on fait régulièrement, afin de mesurer en fait, à plusieurs choses l'impact du RGPD en fait, sur les consommateurs et leur apprentissage et voir comment ils appréhendent en fait, ces nouveaux challenges. Et quand on fait ça, on trouve des codes, des verbatims d'utilisateurs. Alors j'ai pris celle des moins énervés, il y avait beaucoup plus fort. Évidemment, la dernière qui nous intéresse, celle-ci, c'est si une marque n'est pas capable de gérer mes données, je ne vais certainement pas rester client. C'est pas toujours dit comme ça, c'est pas toujours dit avec ces mots, mais ça remonte très très souvent et de plus en plus. On le voit monter depuis à peu près 1 an. Donc, qu'est-ce qu'on fait et comment on répare ça finalement? Nous pensons que la seule réponse possible dans ce contexte justement post-RGPD, c'est d'établir des règles communes qui respectent à la fois les besoins des utilisateurs, les intérêts des participants business, et aussi bien sûr ceux du régulateur. Là, on n'a pas vraiment le choix. Ce n'est pas le chemin le plus facile, mais on pense que c'est celui qui nous permettra de pérenniser cette relation tripartite. La transparence et la confiance, ce sont souvent des notions que l'on assimile, mais en fait, elles sont complémentaires, mais elles sont différentes. La transparence est factuelle, alors la confiance est un sentiment. Proust écrivait « Ne donnez pas votre confiance, prêtez-la ». Je trouve que ça se prête justement beaucoup à ce contexte. Même s'il y a des raisons plus techniques pour lesquelles on a choisi notre socle de technologie blockchain, c'est surtout grâce à cette problématique de la confiance que nous l'avons retenue. Afin de permettre à des acteurs qui ne se font pas naturellement confiance, justement de pouvoir échanger des données avec un niveau de transparence souhaité. Par exemple, cette donnée, elle ne devrait plus pouvoir circuler seule, elle doit être rattachée à sa base légale, ou comment a-t-on obtenu cette donnée, est-ce qu'on a le droit d'utiliser, pour quelle finalité peut-on démontrer, quel est le type de data qui circule et est-ce adapté. Donc toutes ces problématiques de privacy by default, privacy by design, qu'il faut vraiment mettre en place. Cette donnée elle doit avoir des coordonnées de départ, mais aussi des coordonnées d'arrivée. En gros, elle doit être traçable, et où on pense qu'elle doit être rejetée purement et simplement. C'est ce que font des acteurs comme nous, au travers de ces nouvelles plateformes, en fait, ayant ces nouvelles technologies dérivées de la blockchain. Dans les prochaines années, je prends le pari que nous allons voir apparaître des consortiums de connexion blockchain to blockchain, gouvernés par de nouveaux types de consensus, qu'on les appelle Proof of Authority ou système de gouvernance. Cela permet d'autoriser les participants, donc des entreprises, à écrire dans ce consortium. Plus il y aura d'acteurs, plus le système sera robuste. Chaque entreprise participante pourra donc ainsi valider des transactions ou les rejeter, et surtout sans avoir besoin de savoir si elle doit faire confiance ou pas aux autres participants, parce que c'est le système qui permettra de le faire pour elle. Mais toute cette technologie ne suffira pas si elle n'est pas accompagnée d'un changement d'habitude profond porté par tous les acteurs. Néanmoins, nous sommes convaincus que ce sont ces technologies qui permettront de pouvoir répondre à une question simple que nous devrions tous devoir nous poser en tant que professionnels ou citoyens et obtenir une réponse simple et transparente. Où est ma donnée? Je vous remercie. Merci Bruno. Est-ce que la salle a une question? Je vous regarde là, il faut être super réactif. Bruno reste à mes côtés. Est-ce que vous êtes optimiste, Bruno? Là.
Oui, je suis optimiste. Et... Non, non, mais parce que tu veux emmener tout un marché. On n'est pas seul. Il y a déjà des initiatives au travers, notamment aux US et aussi en Asie, autour de ce sujet-là. Ce qui se passe, c'est que depuis quelques temps, il y a plusieurs entreprises, dont Chandago, qui ont cassé en fait finalement des barrières et qui permettent d'avoir des scales qui permettent d'avoir des dizaines de milliers de transactions par seconde. Et jusqu'à présent, c'était un peu le problème. La blockchain, en fait, c'est très bien quand on l'utilise à bon escient pour les bons use cases. Si on l'utilise pour les mauvais use cases, c'est 96% d'échecs. Et par contre, si on l'utilise pour les bons use cases, ça fonctionne très bien. Donc, oui, tout à fait. On est en discussion avec d'autres entreprises en fait, qui travaillent sur des sujets connexes et qui vont nous permettre justement de faire en sorte, on pense en 2020, faire les premières connexions blockchain to blockchain pour justement étendre ce périmètre de confiance. Donc, oui, ce n'est pas d'optimisme. Je pense sincèrement que dans les prochaines années, nous allons voir apparaître, et je peux vous dire qu'on discute déjà avec des acteurs français à ce sujet, et de façon de plus en plus concrète. Bonjour, Sandrine, Giant Family. Donc, on travaille que côté annonceur pour les aider avec de l'ordre de leurs données cookifiées et leurs données loguées. J'ai une question. Chez tous les annonceurs, il y a la peur de la CNIL et de la RGPD. Est-ce que la CNIL a déjà une orientation, un avis sur les systèmes de blockchain pour transmettre le consentement? L'avis de la CNIL sur les systèmes de blockchain pour transmettre les consentements très vite. Alors très vite. La CNIL s'est prononcée en fait via son laboratoire il y a plusieurs mois autour de ce que l'on pouvait faire ou pas sur les blockchains et a donné 3 orientations possibles. Nous avions déjà implémenté en fait une des possibilités pour nos blockchains de type privé, qui sont des blockchains de type de consortium. Il n'y a pas d'avis très tranché pour l'instant. Ce sont des sujets. Je pense qu'on est en avance de phase en fait par rapport à ces sujets. Maintenant, on travaille notamment avec 3 laboratoires de recherche en ce moment sur justement des possibilités de chiffrement supplémentaires dans les blockchains. Là, pour l'instant, nous avons implémenté une solution qui nous permet en fait d'être conforme en fait à la réglementation et aux préconisations de la CNIL dans ce papier qui avait été d'ailleurs coécrit avec, je crois, Paritech. Voilà. Mais je n'ai pas vu pour l'instant d'autres papiers à ce sujet. On enchaîne. Avec justement l'aspect légal des choses.